Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, Retour à la source vous propose aujourd'hui une émission qui associe la nature et le son. Et tout d'abord, pour une fois, adonnons-nous à un peu d'écoute clandestine. Nous venons d'écouter une conversation d'un ensemble de dauphins à bosse du Pacifique. Certes, pour l'instant, il nous est impossible de comprendre leur dialogue, s'il s'agit d'un échange de joie ou d'une dispute. Peut-être un jour, les humains réussiront-ils à décoder entièrement les communications des animaux marins. Mais avant cela, rien ne nous empêche de prêter nos oreilles à ces animaux, surtout que les sons de la mer peuvent être beaucoup plus accessibles que l'on ne le croit. Notre émission d'aujourd'hui s'intéresse donc aux sons des mers à travers l'exposition sur l'océan organisée par Academia Sinica sur le Salon international du livre de Taipei. À l'occasion de cet événement majeur du monde de l'édition, l'Institut prestigieux de recherche de Taïwan propose une découverte de l'océan à travers la littérature et les sciences de la vie. L'un des volets de cette exposition est intitulé « Les sons des mers », dont le commissaire est le chercheur adjoint du Centre de la biodiversité de l'Academia Sinica, Lin Zihao. Et lorsque nous disions tout à l'heure que les sons des mers ne sont pas si inaccessibles que l'on pourrait le croire, c'est bien un message que souhaite véhiculer Lin Zihao, qui étudie le paysage acoustique sous-marin. Lorsque nous faisons le snorkeling ou la randonnée palmée en mer ou à l'embouchure d'une rivière, il nous est possible d'entendre des bruits pipi-pia-pia. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit des bruits de bulles dans l'air issus des mouvements des vagues. Mais en réalité, il y a de nombreux animaux marins qui font ce genre de bruit pour communiquer entre eux, voire pour capturer leur proie. Par exemple, près des récifs coralliens, il y a souvent des bruits pipi-pia-pia qui font penser à la pluie ou au pop-corn. C'est souvent des bulles créées par des cardons grandes pinces, c'est-à-dire des crevettes pistolets lorsqu'elles claquent leurs pinces pour capturer leur proie. D'autres crustacés peuvent également faire des bruits pour chasser. Les sons de la mer sont ainsi extrêmement riches. C'est pour cette raison que nous menons des recherches sur le paysage sonore océanique, puisque les paysages sonores peuvent varier d'une mer à l'autre. D'ailleurs, écoutons le fond des mers ne se limite pas au son des animaux. En plus des sons des animaux marins qui sont les plus nombreux, il y a également des sons de l'environnement naturel. Par exemple, près de l'île de la Tortue dans le nord-est de Taïwan, il y a une source souterraine et il est possible d'entendre un son de bulle, comme si l'on ouvrait un robinet. C'est donc lié à l'environnement. Les séismes ou la pluie font également des bruits en mer. Mais les sons qui paraissent les plus préoccupants actuellement sont les bruits des activités humaines. C'est notamment le cas des éoliennes sur la côte ouest. Lors de l'installation des éoliennes, le battage des pieux tellement profond crée des bruits énormes qui peuvent se propager sur des dizaines de kilomètres. Ces bruits peuvent avoir un impact sur les animaux, tout comme les humains qui font face à des bruits très forts de manière continue. Nous craignons que ces bruits affectent les caractéristiques du paysage sonore, y compris des animaux qui dépendent du paysage sonore pour explorer un environnement. Lin Zihao travaille pour le Centre de la biodiversité de l'Academia Sinica. Sa recherche sur le paysage sonore aquatique l'avait intrigué bien avant avoir rejoint cet institut de recherche. En master, j'étudiais les dauphins à bosse du Pacifique qui sont dans l'ouest de Taïwan. Souvent, lorsque nous faisions des sorties en mer, il était très difficile de voir ces dauphins. Or, une fois, nous avons mis des hydrophones sous l'eau. Nous nous sommes rendus compte que les dauphins à bosse du Pacifique étaient bien là. Ils étaient à 1 voire 2 kilomètres de notre bateau. Cela signifie que la propagation des sons sous l'eau est très efficace. Cette situation m'intriguait. Après tout, l'eau de l'ouest de Taïwan est souvent très trouble. Comment ces dauphins arrivent à trouver leur proie tout en évitant les filets des pêcheurs dans une eau aussi trouble? Cela signifie que les sons leur sont des outils pour connaître l'environnement.
C'est ainsi que j'ai commencé à collecter les sons aquatiques sous-marins. Une fois, mon enregistreur installé au fond de la mer s'est décollé des récifs artificiels et a flotté en suivant le courant jusqu'à l'embouchure d'une rivière. En écoutant les sons enregistrés, j'ai observé aussi l'évolution des sons en fonction des lieux où se trouvait l'enregistreur. Au niveau des récifs artificiels où l'enregistreur était fixé dans un premier temps, c'était très bruyant, avec les bruits des crevettes pistolets. En arrivant à l'embouchure, à l'arrivée de la nuit, il y avait beaucoup de poissons cyanidés qui chantaient ensemble comme une chorale. Ces chants font penser au coassement des grenouilles. Nous avons appris par la suite que dans le temps, les pêcheurs pouvaient utiliser l'écoute pour connaître le positionnement des bancs de poissons. Cela signifie que le paysage sonore permet de comprendre la situation benthique de différents lieux, celle des animaux qui s'y trouvent et les activités humaines. C'est ainsi que je fais des études du paysage sonore. Alors, avant de poursuivre notre découverte de recherche sur le paysage acoustique sous-marin avec le chercheur Linzi Hao de l'Academia Sinica, écoutons cette chorale de poissons qu'il vient d'évoquer. Dans le passé, les hydrophones étaient essentiellement déployés pour détecter les navires ou les sous-marins. C'est ainsi un outil sensible qui nous permet de collecter des sons. L'enregistreur est tout petit, pas plus grand que la taille d'une main. Cet enregistreur possède une carte mémoire et nous pouvons programmer les moments d'enregistrement sans devoir faire un enregistrement en continu. Il est possible de fixer l'enregistreur au fond, tout comme il est possible de le faire flotter et le localiser grâce au positionnement satellite. Chaque enregistrement est conçu en fonction de l'objectif de recherche et doit s'adapter à des conditions différentes. Par exemple, nous avions mené une coopération internationale qui exigeait que l'enregistreur soit fixé à 5000 mètres de profondeur. L'enregistreur devait être protégé par un boîtier en alliage de titane pour résister à la pression de l'eau. Il fallait également s'assurer que l'enregistrement et la batterie puissent durer toute une année. Notre enregistreur, installé près de l'île de la Tortue, subit également l'érosion liée aux sources sulfuriques. Et à l'île Verte, même si le boîtier de l'enregistreur est intact, notre hydrophone a été mordu par les poissons perroquets. La recherche sur le paysage acoustique sous-marin ne consiste pas uniquement à comprendre les sons, mais également étudier les relations entre les sons et l'environnement. La recherche sur le paysage sonore est importante, entre autres, pour la recherche de notre centre de biodiversité. Nous nous préoccupons en particulier du changement écologique lié au réchauffement climatique, climat extrême ou développement humain. Par exemple, pour le réchauffement climatique, en 2020, l'absence de typhon a fait augmenter la température de la mer, ce qui a provoqué par la suite le blanchiment des coraux à grande échelle. À travers nos enregistrements sonores, nous avons également remarqué que les sons des animaux marins s'étaient affaiblis. Et l'évolution de ces sons nous permet ainsi de connaître la situation des espèces sur le long terme, alors que si nous dépendons uniquement des humains, la recherche et l'enquête peuvent être beaucoup plus chères. Les enregistreurs permettent ainsi d'étudier sur le long terme un lieu donné. Par ailleurs, on a d'ailleurs remarqué que l'île de Xiaoliuqiu dans le sud subissait beaucoup plus l'impact des typhons que l'île verte dans l'est, alors que les typhons viennent la plupart du temps par l'est. Il est possible que les coraux des zones de l'île verte soient plus habitués au passage de typhons et deviennent plus résistants. Comme beaucoup d'autres éléments liés au monde océanique, le paysage acoustique sous-marin aussi est encore rempli d'inconnus ou de mystères. À vrai dire, actuellement, il y a encore beaucoup de sons dont nous ne connaissons pas la source. Dans l'ouest de Taïwan, il y a des champs de poissons, mais nous ne sommes pas encore en mesure de connaître exactement de quelle espèce de poisson il s'agit. Dans l'est de Taïwan, l'administration centrale de météorologie avait installé un câble avec un hydrophone à 200 mètres sous l'eau. Il a été remarqué qu'au moment du coucher du soleil, les poissons chantaient. Ainsi, que ce soit à 5000 mètres ou à 200 mètres sous l'eau, les poissons chantent au moment du coucher du soleil. Nous ne pouvons pas connaître les poissons exacts qui chantent, mais nous estimons que ce genre de chant collectif peut avoir un effet de sonnerie de réveil pour le milieu marin. Au fond des mers, le soleil ne passe pas,
Mais il est déjà confirmé que les poissons peuvent avoir des activités jour-nuit. On se demande si à travers ces champs qui se propagent sur de longues distances et en profondeur, les poissons sont capables de détecter le cycle jour-nuit. Pour les humains, le paysage acoustique sous-marin est peut-être discret, mais il en dit pas moins. Et espérons un jour les chercheurs comme Lin Zihao nous permettent de découvrir davantage le fond des mers à travers les sons. Merci de votre écoute, c'était Meng Wang pour RTI.